Le Conseil national du patronat du Mali et le ministère de l'Industrie et du Commerce tentent de trouver des solutions pour booster notre économie durement touchée par la crise. Pour ce faire, ils s'appuient sur un document élaboré par le secteur privé qui recense les préoccupations et propose des solutions. En première région, la commune urbaine de Koniakari s'implique pour rendre la vie de ces populations plus agréable. Pour 78 millions de francs CFA financés par le Conseil et ses partenaires, un marché municipal, un jardin d'enfants et une médiathèque viennent d'être mis à leur disposition. Premier entraînement des Aigles du Mali à Kabala pour cette première phase du stage de qualification. 7 joueurs manquent à l'appel, mais le sélectionneur espère les avoir tous dans les heures à venir. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition en ce samedi 5 janvier. Vous le savez, le Premier ministre Django Sissoko est en déplacement. Il est arrivé cet après-midi à Nouakchott, en République islamique de Mauritanie. À sa descente d'avion, Django Sissoko a été accueilli par son homologue mauritanien, Moulay Mohamed Lagdaf, l'ambassadeur du Mali, et plusieurs autres personnalités. Au cours de ce bref séjour, le Premier ministre rencontrera ce soir même une délégation de nos compatriotes vivant en Mauritanie. Demain, le Premier ministre Django Sissoko sera reçu en audience par le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz. Bien entendu, nous en reparlerons dès demain avec nos envoyés spéciaux Harouna Diarra et Mahamadou Doumbia. Le secteur privé a été durement touché par la crise que connaît actuellement le Mali. Pour une relance de l'activité économique, le Conseil national du patronat du Mali a élaboré un document contenant ses préoccupations et avec à la clé des propositions de solutions. Le document qui a été soumis au gouvernement condense une dizaine de départements ministériels. Il était au centre d'une rencontre ce matin entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et les membres du bureau du patronat. Reportage de Bourama Traoré. Quand le secteur privé touche, l'économie s'enrhume. En effet, la double crise institutionnelle et sécuritaire a fortement affecté l'activité économique au Mali. Conséquence, la fermeture de plusieurs unités industrielles avec comme corollaire la mise au chômage de nombreux travailleurs. D'où l'urgence d'agir aujourd'hui. Il est aujourd'hui plus que nécessaire de prendre des mesures favorables à la compétitivité des entreprises. C'est conscient de cela et de l'apport décisif du secteur privé à notre économie que le gouvernement se propose dans la feuille de route d'encourager et de mobiliser le Mali qui entreprend, c'est-à-dire son secteur privé. Ceci est la condition de mon point de vue de la croissance de notre économie dans un monde plus ouvert et aussi la condition de sa pérennité pour le bien-être des populations. Pour atteindre cet objectif, le Conseil national du patronat du Mali vient d'élaborer un document, lequel contient les préoccupations du secteur privé et des propositions de solutions, parmi lesquelles l'indemnisation des opérateurs économiques victimes de la crise, ainsi que la sécurisation du personnel des entreprises et des unités de production. Ce n'est pas tout. Nous avons proposé au gouvernement, notamment en matière d'allègements fiscaux, compte tenu des entreprises qui connaissent des difficultés, la fiscalité doit être un élément de la relance de l'économie. Ça, c'est un premier point précis. Le deuxième point précis, aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont des arrêts de paiement avec les trésors publics. Et nous avons estimé que des concertations doivent être menées avec le gouvernement. Il y a aussi des allègements au plan social qui ont été proposés. Mais aussi, il y a l'amélioration des facteurs de production, notamment pour tout ce qui concerne l'eau et l'électricité. C'est un document transversal qui implique une dizaine de départements ministériels, avec comme point focal le ministère de l'Industrie et du Commerce. Le chef du département de tutelle dit comprendre l'impatience des patrons du Mali pour une sortie de crise. Sous la conduite du Premier ministre chef du gouvernement, mon département, en rapport avec les ministères concernés, a examiné minutieusement l'ensemble de vos propositions et la réaction du gouvernement consignée dans un document intitulé Observation sur les préoccupations du CNPM au regard de la crise vous a été adressé par mes soins le 4 décembre 2012. Nous serons bientôt à la fin du processus d'approbation car le document finalisé sera soumis dans tout prochain jour
au comité interministériel de suivi du cadre macroéconomique présidé par le Premier ministre. Il sera également soumis aux partenaires techniques pour bénéficier de leur accompagnement. Le ministère de l'Industrie et du Commerce et le patronat du Mali conviennent de mettre en place un cadre de concertation. Ce cadre va regrouper les représentants des ministères concernés et aura comme mission essentielle de trouver une solution aux préoccupations du secteur privé afin de relancer l'économie nationale. Nous restons avec le secteur privé promoteur d'emploi et nous parlons tout de suite de l'inauguration ce matin des centres de couture à Djelibougou. C'est l'œuvre de l'ONG Humanity First USA à travers son représentant du Mali. Le centre de couture a une capacité d'accueil de 200 apprenants. Cette action de l'ONG s'inscrit dans le cadre de l'automatisation des femmes en vue de leur ouvrir des opportunités d'affaires dans le secteur privé. Fatoumata Kone était à l'inauguration. Voici son reportage. C'est pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des couches vulnérables que Humanity First USA a ouvert un centre de coupe-couture à Bamako. Composé de 8 salles d'apprentissage, le centre accueille environ 200 apprenants, dont 40 filles déplacées des régions du Nord. Un geste salutaire. Nous sommes très sensibles à ces actions qui sont des actions de développement. Certes, aujourd'hui, nous sommes dans des difficultés, nous avons besoin de réponses rapides. Nous apprécions également ceux qui continuent à s'inscrire dans des actions de développement qui sont la finalité de toute action humaine. C'est ainsi que nous construisons des écoles, des centres de formation à travers le monde pour permettre une action adéquate aux enfants, ainsi éradiquer la pauvreté et la faim malheureuse. Cette promotion 2013 a pour marraine la ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant. Madame a saisi l'occasion pour exhorter ses apprenants à plus de persévérance. La formation que vous venez de recevoir vous offre des perspectives de carrière riches et des débouchés nombreux et variés dans un monde où seuls les meilleurs réussiront. C'est pourquoi je vous exhorte, chères filles, à incarner 3 vertus, à savoir le courage, la probité et l'amour du travail bien fait. C'est le travail bien fait qui conduit à l'amélioration des conditions de vie, une des missions principales de l'ONG Humanity First USA. L'ONG américaine intervient également dans d'autres domaines de développement tels la santé, l'éducation. Des affrontements meurtriers ont eu lieu cette semaine entre Diallo et Sangaré au village de Tondjila, c'est dans le cercle de Sikasso. C'était entre mardi et mercredi dernier. Conséquence des pertes en vie humaine et des dégâts importants. Le gouverneur de la 3e région s'est rendu dans le village pour porter le message du gouvernement et inviter à l'apaisement. Compte rendu de Sékou Konaté. En se rendant ce vendredi dans ce village situé dans la commune rurale de Niena, cercle de Sikasso, le chef de l'exécutif régional veut constater l'ampleur des dégâts consécutifs à des incidents intercommunautaires entre Diallo et Sangaré du village de Tondjila. Les déplacés. Les Diallo attaquent fumée, laissant derrière eux des larmes de désolation et un quartier enfumé. Ce que nous avons vu, ça dépasse notre entendement, mais nous pensons que nous avons été entendus. Et nous ferons tout pour que de tels scénarios ne se répètent pas entre des populations des mêmes villages, surtout au Mali aujourd'hui, avec la situation que nous vivons. Côté quartier de Diallo, tout est bien en place, sauf les occupants, à l'exception de ces 2 vieilles dames. Et la délégation régionale, après échange avec les Sangarés de Tondjila, d'appeler toutes les parties à l'apaisement et que force reste à la loi. Ce que je peux dire à l'ensemble de la population du cercle de Sikasso, c'est de voir un peu de retenue. Un peu de retenue dans tout ce qu'ils font, surtout que nous sommes dans un état de droit où on peut s'expliquer devant la justice. 1 tonne de mil, des nattes, des moustiquaires et une enveloppe symbolique ont constitué les premiers gestes de solidarité à l'endroit des sinistrés. La délégation s'est recueillie sur la tombe du défunt et rendu visite à un dernier blessé à l'hôpital de Sikasso. 6 présumés instigateurs sont déjà aux mains de la gendarmerie.
En première région, je vous l'annonçais dans les titres, inauguration d'un marché municipal, d'un jardin d'enfants et d'une médiathèque jeudi dernier dans la commune urbaine de Koniakari. Coût de réalisation, plus de 78 millions de francs CFA, financé par le Conseil communal de Koniakari et ses partenaires. Kansoto Kanoté nous présente les infrastructures dans son reportage. Située à 70 km de Kayr, la commune urbaine de Koniakari vient de mettre en valeur les acquis du premier prix national édition 2010 du concours organisé par le ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales. Ce prix d'un montant de 35 millions de francs CFA a permis à la commune de cofinancer les réalisations d'un jardin pour la petite enfance, de 2 blocs de boutiques et hangars pour l'extension du marché et la clôture du terrain de football dont les travaux sont en cours et qui seront terminés prochainement. La démocratie et la décentralisation ont trouvé à Koniakari un terrain déjà balisé pour toute initiative de développement local. Ainsi, je dirais merci et merci encore aux forces vives des terroirs pour leur engagement remarqué du développement. Le préfet du SEC de Kayr a ensuite procédé à l'inauguration des 3 infrastructures. Le marché municipal composé de blocs de boutiques et hangars a coûté 30 millions de francs CFA et c'est une initiative du conseil communal soutenue par ses partenaires techniques et financiers. Le jardin d'enfants, qui est une initiative du conseil communal en partenariat avec la coordination féminine et l'association Andam Djamboukou, section France, a coûté plus de 30 millions de francs CFA. Enfin, la médiathèque qui a été réalisée dans le cadre de la coopération nord-sud entre Koniakari et Villetaneuse, France, a coûté 18 millions de francs CFA. C'est une commune qui est à la tête du développement au niveau des communes du SEC de Kayr, la commune en 2010. Donc je suis très heureux d'inaugurer ces infrastructures et je lance un appel à la population de Koniakari afin qu'elle reste mobilisée derrière le maire et le conseil communal pour d'autres réalisations encore au bénéfice des populations. À noter que ces 3 projets ont coûté plus de 78 millions de francs CFA financés par le conseil communal et ses partenaires. Un exemple à suivre. Nous restons à Kayr où s'est tenue la 25e édition de la Semaine de l'amitié et de la fraternité Safra. C'était à Boké. La semaine a été marquée par un symposium qui avait pour thème la sécurité, la paix, le développement et la crise au nord. Les pays participants à la Safra ont vivement souhaité le retour de la paix dans notre pays. Jafar Aïdara. Aujourd'hui, l'intégration sous-régionale et africaine doit être renforcée en vue de réaliser l'unité concrète de l'Afrique et son développement harmonieux et durable. Le fait d'appartenir à plusieurs entités culturelles est un atout d'ouverture à maintenir en vue de renforcer la cohésion. C'est ainsi que le comité des scientifiques de la Safra, les réseaux des gouverneurs et des maires de l'espace Safra ont condamné avec la dernière rigueur l'occupation du nord de notre pays par des bandits armés. Cette condamnation de l'occupation du nord de notre pays par l'espace Safra démontre que l'organisation se soucie des problèmes des différents pays de la Safra. Je pense que vraiment nous avons été éblouis par les préoccupations de l'ensemble des délégations par rapport à la crise au Nord Mali. Vraiment, des réflexions pertinentes ont été menées et mieux le ministre de la Jeunesse de la République de Guinée envisage même de mettre en place un réseau des ministres pour qu'ensemble, vraiment, cet espace soit un espace de résolution des différents conflits qui sont en train de secouer nos différents pays. L'association des femmes de la Safra s'associe aux douleurs de leurs sœurs du nord du Mali qui sont aujourd'hui la proie des bandits armés. Au moment où se tient ce forum, des femmes sont en train de souffrir à leur chair par des bandits. Alors, nous sommes de tout cœur avec eux. Et nous comptons œuvrer pour qu'une paix puisse s'effectuer, qu'une paix puisse s'installer au nord du Mali. Si le Mali est menacé, le Sénégal est menacé. Si le Mali est inquiété, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, tout comme la Gambie est menacée. Nous devons être une famille pour vaincre ce combat qui se mène au nord du Mali. Retour à Bamako, la coordination des organisations patriotiques du Mali, COPAM, Force Vive, par l'intermédiaire de son président, Amadou Namion Guindo, exige l'organisation des concertations nationales et la libération des zones occupées. Elle a fait savoir lors d'une conférence de presse tenue ce matin à la CSTM. Adama Djimdi.
À travers cette conférence, Amadou Amio Guindo et ses collègues ont exigé la tenue des concertations nationales souveraines et l'organisation des élections. Selon eux, les concertations sont une exigence du peuple et une demande de la communauté internationale. Pour parvenir à leur fin, un plan d'actualisation de l'ensemble des patriotes qui se sont engagés pour un meilleur grandiose. Et cela avec l'ensemble, encore une fois, de nos partenaires. Notre action ne sera guidée que par cette volonté, vraiment, de voir le peuple malien aujourd'hui lui-même réfléchir et décider de son avenir. Tout cela dans la stricte légalité. Nous ferons tout dans la légalité, que ce soit sous forme de marche, de meeting ou de sitting. Nous ferons ça conformément à la loi. Et vous avez noté effectivement que la COPAM Force Vive a son récépissé. Donc, au moins, une existence morale légale. La COPAM Force Vive a engagé tous les patriotes à converger vers un changement positif. C'est pourquoi elle a reçu le soutien des structures membres telles que le Front patriotique pour le Mali et le regroupement Diogo Aniwale. Hors de chez nous, en République démocratique du Congo, des dizaines de milliers de personnes fuient les combats. Elles sont nombreuses à se réfugier au camp de Boulengo pour pouvoir bénéficier de l'aide humanitaire et avoir ainsi un semblant de vie. Il continue d'arriver dans les camps de l'arrêt de Goma des milliers de déplacés comme Fébé. À 60 ans, elle a marché 2 semaines avec ses filles et son petit-fils pour échapper aux combats qui secouent l'est du pays. Dans un premier temps, ils avaient trouvé refuge à Goma dans une famille d'accueil. Nous étions là-bas avec des voisins, mais il n'y avait rien à manger. Et pour avoir de l'eau, il fallait l'acheter. Alors, avec ma famille, on est venu au camp de Boulengo. Fébé a quitté sa maison avec le minimum de choses à transporter. Or, c'est la saison des pluies, pas moyen de cuisiner ni de s'abriter. Il a plu aujourd'hui et il pleuvra toute la nuit. Les gens ont besoin de pouvoir s'abriter, surtout les enfants qui sont particulièrement sujets aux infections. Fin décembre, une distribution massive d'aide humanitaire a pu être organisée grâce à l'arrêt des combats durant les fêtes. Oxfam est l'une des agences qui participent à cette grande distribution d'aide non alimentaire organisée principalement par l'UNICEF. Nous donnons à chaque foyer un ensemble basique avec des couvertures, des tentes, des ustensiles de cuisine, des choses basiques dont ils ont besoin pour avoir un foyer qui soit autonome. La bâche va m'aider pour recouvrir ma tente. Ça me protégera du soleil et je n'entendrai plus les bruits du dehors. Il y a un endroit où faire la cuisine et ça, c'est très important. Ce que craint Fébé, ce sont les attaques contre les camps. Des hommes armés s'en prennent parfois la nuit aux déplacés. Près d'1 million de personnes vivent aujourd'hui dans de tels camps au Nord Kivu. La moitié d'entre elles est arrivée après l'entrée en rébellion du M23 en avril. Allons au Sénégal pour voir comment fonctionnent les maisons de justice, ces maisons qui servent à désengorger les juridictions traditionnelles et promouvoir la justice de proximité. La médiation est le maître mot des maisons de justice. On y vient pour un conflit de voisinage, de loyer ou encore de dettes impayées. Justin Michel Bandiaki est employé dans une banque. Ce matin, il n'est pas à son poste de travail. Il doit répondre à une convocation du médiateur de la maison de justice des HLM, un quartier de Dakar, pour essayer de résoudre à l'amiable un conflit qui l'oppose à son bailleur depuis des mois, une médiation qui le laisse sur sa faim. Je suis sorti pas tout à fait satisfait parce que le médiateur nous a demandé de régler les problèmes d'une façon très amicale. En réalité, ce sont les usagers eux-mêmes qui règlent leurs problèmes. Nous essayons simplement de rapprocher les positions pour qu'ils trouvent un règlement à l'amiable de le conflit au lieu de saisir les tribunaux directement. Lorsque le différend n'est pas réglé, le médiateur joue alors un rôle de conseil juridique. Il indique aux plaignants qui souhaitent saisir la justice la procédure à suivre. Mais selon des chiffres publiés par le ministère de la Justice, 7 cas sur 10 connaissent un dénouement heureux. Ces maisons chargées de démêler les petits litiges ont beaucoup contribué à désengorger les organes judiciaires traditionnels. De 2006 justement à 2011, les maisons de justice ont reçu plus de 72 000 usagers, prêté plus de 23 000 dossiers.
de médiation et conciliation. Et on peut imaginer facilement que c'est autant d'affaires qui auraient pu normalement atterrir devant les rôles des juridictions. Pour répondre à un besoin de justice de proximité, le gouvernement sénégalais a ouvert en 2004 3 maisons de justice. Pour 2011, les 11 maisons que compte actuellement le pays ont permis de 100 de francs CFA de dette. Elles se chargent également des populations sans de devoirs. Un tour en bref. D'abord, le Gabon pour sa participation au FESPACO comme invité d'honneur. Au Burkina Faso, le nouveau gouvernement a tenu son premier conseil des ministres. Et tout de suite, direction la Centrafrique, où les populations se mobilisent contre la guerre. Dans la capitale, à Bangui, la population se mobilise contre la guerre. Le Premier ministre confirme que le gouvernement centrafricain ira négocier avec les rebelles à Libreville. Pendant ce bel, 2 nouvelles villes près de Bambari, à Lindao et dans le Sangui dans la nuit de vendredi à samedi. Le premier conseil des ministres du nouveau Tiao 3 s'est réuni vendredi. Un gouvernement de combat pour 2015 pour rassembler le maximum de cabinets composés de 32 membres issus de la mouvance présidentielle et des refondateurs de l'opposition. Selon les observateurs, le pouvoir cherche à ratisser large pour la campagne de 2015 autour de la candidature ou non du président et de la modification de l'article 37. Coup d'envoi à Libreville de la campagne de promotion de la 23e édition du FESPACO, le festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou qui se tiendra du 23 février au 2 mars 2013 au Burkina Faso. Plus de 100 films seront en compétition, fiction, séries télévisées et des productions des écoles africaines de cinéma. Le Gabon sera l'invité d'honneur de la 23e édition avec 5 films en compétition. Hors du continent, au Brésil, de fortes pluies et inondations ont fait 2 morts, 2 disparus et touché 200 000 personnes dans 8 municipalités de l'État de Rio. Un cabinet de crise a été mis en place par les autorités pour éviter la tragédie de 2010 qui avait fait de nombreuses victimes. En 24 heures à Xerém, une ville située au nord de Rio, il est tombé en pluie plus de la moitié de ce qui tombe en un mois. 4 rivières ont quitté leur lit. L'État de Rio fait face à des inondations dévastatrices, entraînant des milliers de personnes dans les rues. Xerém est la commune la plus touchée et de nombreux habitants ont vu leur maison détruite par les inondations ou suite à un glissement de terrain. Ma maison a disparu, je n'ai plus rien. La chose importante est de sauver des vies, les choses matérielles peuvent attendre. Le bilan provisoire fait état de 2 morts, 2 personnes dont un enfant de 9 ans sont portées disparues. Une situation désarmante pour les autorités, car ces 15 derniers jours, Rio vivait sous une canicule historique. Les 40 degrés ont laissé place à des pluies ininterrompues. Au total, on parle de 200 000 personnes touchées par ces inondations. Pour faire face à l'urgence, des abris municipaux sont ouverts aux sans-abri. Plus de 2000 victimes y ont trouvé refuge, mais le bilan pourrait s'alourdir. De fortes pluies sont attendues ces prochains jours et la défense civile a mis en place une cellule de crise. Elle veut éviter la même tragédie qu'en janvier 2010. 10 jours de pluie torrentielle dans cette région avaient provoqué la mort de 900 personnes et laissé 400 000 sans-abri. Retour à l'actualité nationale avec des arrestations de bandits. En effet, le 3e arrondissement de police de Bamako vient de mettre hors d'état de nuire une bande de malfrats. Ces derniers opéraient dans la zone du Carré des Martyrs et avaient pour cible les commerçants et les usagers des engins à 2 roues. Des enquêtes menées ont permis aux policiers de mettre la main sur la bande. Timoko Konaté est allé voir. Si la rue des Martyrs et ses alentours de Nyarela, en commune 2 du district de Bamako, sont beaucoup fréquentés par bon nombre de citoyens, ils sont cependant témoins de nombreux braquages. Les récentes plaintes déposées au commissariat de police du 3e arrondissement sont assez illustratives. Pour la suite, 11 malfrats composés d'acteurs et de complices viennent d'être mis hors d'état de nuire par les hommes du commissaire divisionnaire Moussoudou Arbi. La bande en question est dirigée par un nommé Serba Traoré, alias Balatête. Sa dernière agression en date a été portée sur 3 commerçants en provenance de Djouila le 23 décembre dernier. Nous avons procédé à des investigations et ça nous a permis d'arrêter 4 individus, dont un des membres actifs de la bande, du nom de Moussa Koulibaly. On s'est rendu compte que toutes ces opérations étaient menées par
la bande de balle à tête. Or, balle à tête, c'est quelqu'un qui est quand même dangereux. Ces individus âgés de 16 à 34 ans sont approvisionnés en armes à feu par un Burkinabé du nom de Abdoulaye Maïga, qui au moment de son arrestation était en possession de 4 pistolets, dont 3 de fabrication artisanale. Avec l'intensification des parties de grande envergure, et ces gens-là aussi ont changé de mode opératoire. Dès lors, nous aussi, nous avons pris des positions pour pouvoir mettre la main sur eux. Ces bandits de grands chemins ont été mis ce vendredi à la disposition du tribunal de la commune 2 où ils méditent à présent sur leur sort. Sport, football, Cannes 2013. Les Aigles du Mali ont débuté cet après-midi la première phase de leur stage de préparation. Je dis bien de préparation pour la Cannes 2013. 7 joueurs manquent à l'appel, mais le sélectionneur espère avoir les joueurs sélectionnés dans les heures à venir. Khalifa Nama Traoré est allé leur rendre. C'est un groupe de 20 joueurs qui a pris part au premier regroupement de l'équipe nationale. La annonce était au rendez-vous lors de quelques ateliers dirigés par les différents membres du staff technique. Pour son premier contact avec les habitués de la sélection, Moula Ouagué ne s'est pas senti dépaysé, alors que Sigamari Diarra, qui a pris part à bien d'éliminatoires depuis septembre 2006, est impatient de jouer sa première phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est un grand plaisir de représenter mon pays d'origine. Maintenant, voilà, j'ai tout à prouver et de leur montrer de quoi je suis capable. Et j'espère que cette compétition me servira de beaucoup d'expérience. Vous prenez part à un premier regroupement. Et comment vous avez trouvé le groupe? Très, très accueillant, les gens sont très gentils et tout le monde se parle. Et d'un côté, je connaissais un peu quelques joueurs parce que voilà, j'ai évolué quand même en Ligue 1. Qu'est-ce que les anciens vous ont dit? On a beaucoup parlé. C'est toujours un plaisir de revenir, de porter les couleurs et d'essayer de faire mieux que la saison dernière. C'est vrai que l'année dernière, on a mis quand même la barre haute, mais je pense qu'aujourd'hui, on a les capacités et les qualités individuelles et collectives pour aller jusqu'au bout. L'ambition reste la même chez tous les joueurs, faire mieux que la dernière CAN au Gabon et en Guinée équatoriale. C'est une CAN très très importante pour nous parce qu'on a fini 3e la dernière, donc on a à cœur de faire beaucoup mieux. Même si on sait qu'il y a une coupe, c'est pas comme les championnats, c'est pas toujours le meilleur qui gagne. Mais bon, on va essayer de faire le maximum, d'être solidaire, avoir l'envie comme on a eu au Gabon et Guinée équatoriale. Et après, on va prier pour que la chance aussi soit avec nous. Vous savez, cette CAN, tout le temps, on va à la CAN pour faire mieux que la précédente. Maintenant, notre ambition, c'est de gagner des matchs. On n'a pas d'objectif précis. Maintenant, on va aller en Afrique du Sud pour honorer la meilleure des manières possibles les couleurs de notre pays. C'est comme une famille, on s'entend tous très bien ici. On espère vraiment faire une grande chose à la CAN, Inch'Allah. On est content de se retrouver et on est content de penser pouvoir participer aux phases finales. Avec les joueurs qu'on a et la motivation qu'on a, ce serait de remporter la coupe au Mali. Moustapha Yatabare a été ménagé alors que Mahamadou Diarra Djila, Cheikh Tidiane Diabaté, Modibo Maïga, Mohamed Lamine Sissoko, Samba Diakité, Abdou Traoré, Mamadou Samassa sont attendus. Les Aigles vont avoir des séances d'entraînement au stade Modibo Keïta et Mamadou Konaté avant un match amical contre une sélection locale mardi. Voilà, bonne chance aux Aigles dans cette CAN 2013 et je rappelle que vous pourrez suivre les matchs en direct sur l'ORTM. En football toujours, mais cette fois nous parlons du championnat national. La 7e journée a pris fin par 2 matchs au stade Omnisport. Modibo Keïta, la Somme a disposé du CSK 2-0. Mais ce qu'il faut retenir de cette journée, c'est la première victoire de l'Attar Club de Kidal qui a battu l'USFAS 2-1. Le point, c'est avec Al Matina. Voilà Attar Club de Kidal qui obtient sa toute première victoire en championnat national. Pour cela, il lui a fallu patienter jusqu'à la 7e journée contre l'USFAS. Ousmane Konaté à la 50e minute de la 10e mi-temps, puis Bakaraba à 12 minutes du terme de la partie, permet à Attar envers de déjouer les pronostics dans ces duels des promus. Surtout quand on sait que l'USFAS a le vent en poupe après avoir remporté la Coupe d'Afrique militaire. Mais grâce à sa détermination et son bon système de jeu, c'est-à-dire une bonne organisation défensive, que la formation de Kidal est parvenue à battre l'Union sportive des forces armées et de sécurité, qui avait tout de même fait son retard sur le pénalty par Ibrahima Diabati.
Mais l'équipe de Kidal réussit à créer l'exploit. Cette victoire elle est historique parce que surtout que ça marque notre premier point dans ce championnat. Il fallait prendre cette équipe très au sérieux et ce que nous avons fait. Mais en voyant le match, moi je crois que l'ISFAS a vraiment très bien joué et nous avons gagné. Souvent ça arrive dans un match de football. Ils se sont regroupés derrière, ils ont procédé par des comptes. C'est toute stratégie. Ils ont bien négocié leur match. Je ne fais que leur féliciter. Conséquence de cette victoire, Atar Club n'est plus la lanterne rouge à l'issue de cette 7e journée. C'est plutôt désormais l'ISFAS avec 2 points, mais 4 matchs en retard. Déjà dans la première rencontre, l'association sportive olympique des Mitra s'est offerte une précieuse victoire 2-0 devant le centre Salik. Pourtant, auteur d'une prestation prometteuse lors de la précédente journée contre le Djoulouba Athletic Club. C'est ce même scénario qui a failli se produire, puisque les boys du CSKA en jaune, même réduits à 10, suite au second carton jaune de Baba Maïga à la 66e minute, étaient traitables jusqu'à la 84e minute. Sur une des rares actions dangereuses des Bleus de la Somme, Fodé Keita dans l'éventail de récupération des jeux, les pensionnaires de Misra se mettent définitivement à l'abri, grâce à Lassana Diarra sur penalty. La Somme, avec 11 points, affrontera l'ISFAS lors de la 8e journée et le CSKA 6 points croisera Atar Club de Kidal. Cette page sport met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain à 13h, vous serez avec Mohamed Touré. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Bonne suite de programme sur l'ORTR, tout en restant de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Merci de ne pas les oublier. Bonsoir.